Donc, dans le cours de la semaine dernière, on va y aller. De toute façon, je vais reprendre un petit peu les trucs de la semaine dernière parce que, honnêtement, j'espère que vous n'avez pas eu le même sentiment que moi, mais j'ai l'impression que la semaine dernière, à la fin, c'était un peu précipité. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais reprendre deux ou trois trucs de la semaine dernière, et puis, quitte à durer un peu plus longtemps, je prendrai le cours parce que je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce que j'ai à vous dire aujourd'hui si on n'a pas bien assimilé les deux, trois derniers trucs, les dernières diapositives de la semaine dernière. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ce dont je vous avais essentiellement parlé, c'est du fait que ces cellules, qui sont des cellules ici ORG, c'est-à-dire des glis radiaires de la zone subventriculaire extérieure, ont un contact avec la lame basale au niveau de la pia, c'est-à-dire à la surface du cerveau, ça c'est le ventricule, et puis que les cellules aussi qui font le contact depuis le ventricule jusqu'à la pia ont donc également un contact. Donc toutes ces cellules prolifèrent, et vous avez une autre classe de cellules qui prolifèrent, qui sont des cellules qui sont des progéniteurs intermédiaires, qui sont aussi présents dans cette zone extérieure, externe de la zone subventriculaire, et il y en a quelques-unes qui sont dans la zone interne de la zone subventriculaire, ce qui n'est pas la même chose que la zone ventriculaire qu'on voit ici. C'est-à-dire que chez les primates, et chez Sapiens en particulier, la zone subventriculaire se divise en deux parties, une partie externe et interne, qui ont ces cellules qui se sont détachées, si vous voulez, qui sont détachées de la zone de leur lien avec le domaine apical, avec le ventricule ici, et qui génèrent un très grand nombre de cellules proliférantes qui font que ça augmente énormément le nombre de progéniteurs qu'on peut avoir dans le cerveau. En tout cas, chez les animaux qui ont un cortex gyrencéphale, c'est-à-dire qui ont des circonvolutions cérébrales, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux. Il y a peut-être des places encore devant. Voilà. Donc, ça, on voit bien si on met un dye à la zone apicale ici, que le dye, le colorant, diffuse le long. On voit qu'on peut marquer des cellules qui font un contact avec le ventricule, mais aussi des cellules qui sont dans la zone subventriculaire, et en particulier dans la phase externe de la zone subventriculaire. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que si on regarde la prolifération de ces cellules, avec des marqueurs de prolifération, vous voyez ici, ça c'est un marqueur de prolifération, c'est quand elles expriment Ki67, les cellules prolifèrent, donc ça c'est une cellule en train de proliférer. C'est une cellule qui a pris le colorant, qui donc a un contact avec la zone externe, qui a pris un colorant, eh bien on peut voir que cette cellule en contact avec la zone piale est en prolifération. Et de ce fait, vous pouvez voir ici le nombre de cellules mitotiques qui ont un contact avec la zone piale. 100% des cellules de la zone ventriculaire font toute la direction, c'est-à-dire qu'elles s'étendent toutes à travers du cortex et elles sont toutes en prolifération. Mais si vous regardez les cellules de la zone subventriculaire, vous voyez que uniquement la moitié a un contact avec la zone piale, parce que les autres sont des précurseurs, sont des intermédiaires qui n'ont pas de contact. Donc, et de ce côté-là, eh bien, ce que vous voyez, c'est que toutes les cellules Paxis ont un contact, et qui prolifèrent, ont un contact avec la zone piale. Alors ça, les cellules Paxis, ce sont celles-là ou celles-là, donc elles ont toutes ce contact. Et les cellules TBR2, qui sont les progéniteurs intermédiaires, des petites cellules comme ça qui prolifèrent énormément et qui sont responsables pour une grande partie de l'agrandissement de la surface de notre cortex, eh bien, elles n'ont pas de contact avec la zone piale. Et ça, c'est quelque chose qui augmente énormément, cette population, qui augmente énormément chez les primates, enfin, surtout chez Sapiens. Voici ici Sapiens. Et vous voyez qu'il n'y a pas une très grosse différence, il n'y a même pas de différence du tout avec ce qui se passe chez le furet. Le furet étant un rongeur qui génère des circonvolutions cérébrales dans une période postnatale, c'est-à-dire entre, je dirais, P20 et P40. Alors, je vais doucement parce que l'autre jour j'étais un tout petit peu trop rapidement.
Donc de ce point de vue, on ne peut pas faire de différence entre le furet et l'homme. Il y a pas d'autres points de vue, on peut, mais pas de ce point de vue-là. Et on peut conclure que la zone subventriculaire du furet, comme la zone subventriculaire humaine, contient au moins 2 populations de progéniteurs de type gliradiaire, et puis en plus, évidemment, les progéniteurs de type TBR2 positif, c'est un facteur de transcription, qui sont ces progéniteurs intermédiaires, qui eux ne s'étendent pas à travers le cortex, mais qui dérivent des cellules Paxis positifs, qui dérivent des gliradiaires. Ce sont les gliradiaires qui donnent les IP. Donc cette zone subventriculaire externe, l'OSVZ, est spécifique des gyrencéphales, et c'est un nouveau compartiment d'amplification qui apparaît chez les gyrencéphales. Il n'y en a pas tellement de gyrencéphales, finalement. C'est la gyrencéphalie. Si on admet que la gyrencéphalie, je pense que c'est juste, hein, les gens le pensent, mais je pense que c'est vrai, si on admet que la gyrencéphalie est liée à l'augmentation de la prolifération, on en a parlé la semaine dernière pas mal. Donc la dernière partie de l'article du groupe de Wieland-Hüttner, hein, que je l'écris ici, montre que la régulation de la prolifération des cellules ORG, hein, on va les appeler ORG, cellules, les radial glia, les outside radial glia, hein, les trucs qui ont perdu le contact avec la zone ventriculaire, mais qui ont encore un contact avec la zone piale et qui envoient un prolongement vers la zone piale, et qui sont dans la région externe, donc outside, OSVZ. Donc le dernier article du groupe de Wieland rapporte l'existence d'une régulation de la prolifération de ces cellules, c'est cet article de Wieland-Hüttner, de ces cellules par des facteurs qui se lient aux intégrines. Et les intégrines qui sont exprimées par les terminaisons, si vous voulez, par les terminaisons de ces cellules gliales, radiales gliales. Alors les intégrines, ce sont des récepteurs membranaires qui sont composés de 2 sous-unités, une sous-unité alpha, une sous-unité bêta, et ces protéines membranaires reconnaissent des protéines de la matrice extracellulaire, laminine, collagène, fibronectine, dans ce cas présent la laminine, et elles le reconnaissent par un domaine spécifique contre lequel on peut agir en mettant une toxine qui reconnaît ce domaine spécifique. Ce sont des toxines qui donc empêchent l'interaction entre les protéines de la membrane basale et puis la terminaison ici de ces gliradiaires, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas un contact avec la zone ventriculaire. Donc c'est une protéine d'adhésion, si vous voulez, et on a longtemps pensé que cette interaction était de nature purement adhésive. Il s'agit, ça veut dire, de coller la terminaison à la surface pour pas que ça se décolle. En fait, c'est pas vrai. C'est pas uniquement de l'adhésion, c'est aussi de la signalisation. En fait, il n'y a pas de protéines d'adhésion, ça n'existe pas. Il n'y a que des protéines d'adhésion et de signalisation. Elles ont été découvertes comme protéines d'adhésion, mais on ne leur avait pas dit qu'elles étaient aussi de signalisation, on s'en est rendu compte après. Et donc, il y a toujours de la transduction de signal, c'est pareil pour les NCAM, pour les NGCAM, pour toutes ces protéines. En tout cas, dans le cas qui nous préoccupe ici, les intégrines qui sont exprimées par ces ORG et qui sont présentes sur ces terminaisons, ces intégrines ont été identifiées, et donc on peut bloquer leur activité soit par un anticorps qui reconnaît spécifiquement les sous-unités de ces intégrines présentes à la surface de cette petite terminaison, soit avec une toxine, je vous disais, qui s'appelle l'équistatine, qui intervient au niveau du site d'interaction entre la laminine et l'intégrine. Et vous voyez ici que si vous prenez les cellules TBR2, c'est-à-dire ces cellules ici, qui n'ont pas de contact, celles-là, qui n'ont pas de contact avec la zone piale, si vous mettez de l'équistatine, c'est-à-dire que si vous bloquez l'interaction laminine-récepteur, eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire que fondamentalement, vous avez le même nombre de cellules en prolifération qui expriment TBR2. Donc, si vous regardez là, il n'y a pas de différence entre ça et ça, en gros. Hein, c'est à peu près la même chose. En revanche, si vous prenez des cellules Paxis, c'est-à-dire les cellules qui vont faire toute la distance entre soit la zone ventriculaire, soit cette zone-là et la zone piale, c'est-à-dire qui interagissent avec la membrane basale de la zone piale, et si maintenant vous bloquez cette interaction, soit avec la toxine, soit avec l'anticorps, je ne vous voyez tout de suite ce qui se passe, je pense. C'est-à-dire que vous avez une grosse différence
entre ici, vous avez PAX6 et Ki67, c'est-à-dire les cellules PAX6 qui prolifèrent. Vous voyez ici, vous avez ces cellules PAX6 en prolifération. Et ici, vous avez une perte très très importante des cellules PAX6 en prolifération. Et ça montre que la prolifération des cellules est liée à l'interaction avec la membrane basale. Alors, vous allez voir pourquoi c'est relativement intéressant, parce que ça nous amène à parler des méninges. Je sais bien que les méninges, ce n'est pas noble, c'est comme le plexus choroïde, c'est comme tous ces trucs qu'on ne comprend pas très bien, et on pense que ce n'est pas très important, mais comme les macrophages. Mais en fait, ce sont des cellules extrêmement importantes, et en particulier les cellules des méninges, pour ce qui est de la partie antérieure du cerveau, en particulier le cortex cérébelleux et le cortex cortical, si j'ose dire, eh bien, ce sont en fait des cellules qui sont dérivées de la crête neurale. Ce ne sont pas des cellules d'origine mésenchymateuse, comme les méninges plus postérieurs, ce sont des cellules qui sont dérivées de la crête neurale et qui sont donc arrivées il y a environ 200 millions d'années, quand on a inventé le cerveau. Et donc on pourrait s'y dire, bon, la petite ampoule d'Amphioxus a grossi pour donner un cortex, et les méninges sont arrivés par-dessus pour protéger et faire de l'os. C'est du tissu nerveux, l'os, ça serait là. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que ce sont les cellules de la crête neurale qui permettent l'agrandissement du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, pour ainsi dire, le crâne qui sécrète le cerveau, pour aller un petit peu vite, et pour vous donner une image fausse, mais spectaculaire. Mais il y a du vrai dans cette affaire, je ne raconte pas que des bêtises. Donc, même si j'en raconte souvent, ça c'est clair. Donc, je vais vous commencer par cet article ici du groupe de Pleasure. Je vous ai mis ici parce que je sais que souvent vous posez la question un tout petit peu les stades de développement d'un embryon humain. Et ici, je vous ai montré un tout petit peu ce qui se passe avec ces cellules ici qui sont dérivées de la crête neurale, ces cellules ici qui sont dérivées du mésoderme et qui sont des cellules des méninges. Vous voyez que c'est très très différent quand on passe au niveau du cerveau antérieur et quand on est dans le cerveau qui est le cerveau postérieur. Donc, chez le poulet, là on a un poulet, je crois, non, c'est pas un poulet, enfin, chez le poulet en tout cas, la première couche des cellules des méninges, et on la voit dès le 2e jour de l'incubation. Chez la souris, ça apparaît entre le 9e et le 10e jour de l'incubation, et chez l'humain, autour de la 4e semaine de gestation. Là, vous êtes par ici, quoi. Donc, quand même très très tôt, les méninges apparaissent dans le système nerveux. Je vous dis, elles sont des cellules qui dérivent de la crête neurale diencéphalique. Ça vient en fait de la région pas, c'est des crêtes neurales qui migrent à partir du diencéphale, ce qui n'est pas le cas évidemment des cellules de la crête neurale du mésencéphale, comme je vous l'ai dit. Donc, qui sont elles d'origine mésodermique. Donc, ces cellules forment ce qu'on appelle les leptoméninges, qui sont constituées de 2 couches internes de cellules. Donc la pia que vous avez ici et les cellules arachnoïdes. Et ici, ce que vous voyez, c'est aussi une très très forte vascularisation de ça. Et ce sont ces cellules qui sécrètent la laminine de la lame basale qui permet l'interaction avec les pieds des glies radiaires qui sont importantes, comme vous voyez, comme on l'a vu, pour la prolifération de ces cellules, donc pour l'agrandissement de la taille du cerveau, mais aussi pour la survie de ces cellules, comme on va le voir dans un instant. Donc, chez la souris 13, la couche externe, ou la dura, qui est ici, se forme et, entre le mésenchyme calavarial, qu'on voit ici, et qui vont donner les os calavariaux. Donc, les leptoméninges, elles, apparaissent vers le 14e jour de la vie embryonnaire. Chez l'humain, les leptoméninges, on les voit vers le 10e et 11e semaine de la vie embryonnaire. Donc on connaît très peu de choses sur la régulation du développement des méninges, c'est dommage, mais on connaît une mutation qui s'appelle une mutation dans un gène de développement qui s'appelle FOXC1, qui est à l'origine d'hydrocéphalie congénitale et qui amincit la couche des méninges. Donc on a fait un mutant murin de ce mutant, et on voit que dans le mutant murin, c'est-à-dire que quand on retire ce gène FOXC1, qui est un gène qu'on appelle
Winch Delix, une famille de facteurs de transcription, on empêche la formation des méninges. Et ça, c'est dû à une malformation de la dura et de l'arachnoïde. Donc en fait, ces deux couches sont absentes quand on délète ce gène FOXC1. Alors chez un hypomorphe, c'est-à-dire que c'est une forme atténuée du mutant, ça peut être un hétérozygote, ça peut être aussi une molécule qui n'est pas tout à fait normale, qui ne remplit qu'une partie de sa fonction. Donc chez un hypomorphe, on note des erreurs de migration, probablement une diminution de la vague de migration ventro-dorsale des crêtes neurales, des cellules de crête neurale qui vont aller former les méninges. Et ce qui est important, c'est qu'on a identifié les facteurs qui sont sécrétés par les méninges et qui sont capables d'influencer la migration et le positionnement des neuroblastes. Et un bon exemple de ces facteurs, c'est le facteur qui s'appelle CXCL12. C'est une cytokine, CXCL12, qui se fixe à deux récepteurs, CXCR4 et CXCR7. Alors, CXCL12, le nom on s'en fiche, mais ce qui est important, c'est une chémokine, c'est une famille de facteurs basiques de petite taille qui joue un rôle important dans la migration des cellules du système immunitaire. Et en particulier des macrophages qu'on appelle une classe de macrophages qu'on appelle les cellules dendritiques, qui sont des présentatrices d'antigènes. Les récepteurs CXCR4 et 7 appartiennent à la famille des récepteurs transmembranaires, à 7 domaines transmembranaires, couplés à des protéines G. Ce n'est pas la peine de retenir tout ça, mais pour ceux d'entre vous qui suivent le cours depuis 4-5 ans, je pense que c'est des choses relativement familières. Mais sinon, ce n'est pas absolument indispensable pour suivre la chose. Donc, au cours du développement, on a de nombreux types cellulaires, en particulier les cellules de Carrel-Rhésius, qui migrent rapidement dans la zone germinale. Alors, vous voyez ici, par exemple, ce sont des cellules, je vais vous dire ce que c'est que les cellules de Carrel-Rhésius, qui migrent depuis cette région de la plaque choroïde. Vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière, et qui migrent ici et qui vont aller envahir toute la surface du cortex grâce à l'expression de CXCL12. Donc les méninges sécrètent un facteur qui attire ces cellules de Carrel-Rhésius, qui sont des cellules extrêmement importantes, parce que ces cellules qui sont dans la couche 1 du cortex, on a un cortex relativement jeune encore, ces cellules dans la couche 1 du cortex sécrètent une protéine qu'on appelle la rhyline, et la rhyline a une fonction connue qui est celle d'attirer les neurones en migration le long des glis radiaires et de permettre cette migration en inside-out dont on a parlé la semaine dernière. Je vous rappelle, les neurones qui sont générés au stade 2 passent devant les neurones qui sont générés au stade 1, au stade 3, ceux qui sont générés au stade 2, c'est-à-dire qu'en fait, il faut passer par-dessus la précédente, c'est ce qu'on appelle la migration en inside-out dans le cortex. Et cette migration des cellules est permise par l'attraction qu'exerce sur ces cellules la rhyline qui est sécrétée par les cellules de Carrel-Rhésius. Donc en fait, la migration du cortex est très importante. La migration des cellules du cortex est très importante. Évidemment, elle est importante, mais elle est liée donc à la production de cette rhyline qui est elle-même liée à le bon positionnement des cellules de Carrel-Rhésius. Donc vous voyez que si vous perdez l'expression de CXCL12 dans la couche 1, enfin dans la PIA en fait, par les méninges, eh bien, vous n'attirez plus vos cellules de Carrel-Rhésius et vous pouvez avoir des problèmes dans la migration des neurones. Chez le mutant Riller, la rhyline porte son nom du mutant Riller, et Riller porte son nom de son phénotype, c'est chancelant, c'est un animal, une souris qui a du mal à bouger. Eh bien, les cellules s'empilent les unes derrière les autres, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus ce système d'inside-out, elles s'empilent et il en suit une perte de la gyrencéphalie, qui veut dire que soit elles meurent du fait de leur mauvais positionnement, soit la gyrencéphalie nécessite aussi une migration correcte dans un mode inside-out dans le cortex. Donc, pour ce qui est de la rhyline, elle se fixe sur un récepteur, qui est un récepteur, en fait, VLDR, c'est-à-dire que ce sont des récepteurs à lipoprotéines. Et très récemment, il a été démontré qu'en fait, c'est une fixation non seulement sur ces récepteurs aux lipoprotéines, mais aussi sur une molécule dont on a souvent parlé, qui s'appelle l'éphrine B, qui est une molécule qui est impliquée dans le guidage axonal, dans la migration cellulaire, dans des choses comme ça. Et c'est cette double interaction avec les éphrines et ces récepteurs qui permet la phosphorylation de DAB1, qui est la molécule de transduction, et qui donc
induit le mouvement, ou si vous voulez, ou la migration des cellules qui répondent à la riline pour venir vers les surfaces du cortex. Donc, mettre l'éphrine B dans la boucle est assez amusant dans la mesure où les éphrines, comme je le disais tout à l'heure, sont connues pour être fortement impliquées dans les phénomènes de migration. En plus, ça ajoute un élément de complexité un peu inattendu, je dois dire, à la transduction du signal. Pour parler un peu des maladies mentales, sauf que la riline est un des gènes candidats. Il y en a beaucoup de gènes candidats, on en a souvent parlé, mais c'est un des gènes candidats dans des familles dont certains enfants ont un phénotype de type schizophrénie. Donc ça, je vous rappelle dans ces deux publications que vous pouvez les rechercher si vous êtes intéressé par la question. Pour en revenir à la diapositive précédente, je crois qu'il ne vous a pas échappé que d'abord les cellules de Calraeus sont fabriquées dans le relais cortical, hein, c'est-à-dire dans cette région ici dont on a parlé la semaine dernière, il montrait à quel point elle était générée sous l'action des BMP en particulier et de EMX2, qui est donc, bon, c'est la suite du cours, hein, c'est normal. Mais elles sont générées dans le relais cortical, pas uniquement. Il y a des travaux récents qui montrent qu'on peut avoir la génération de cellules de Calraeus à différents endroits de la surface du cortex. Mais il n'y a pas que elles qui sont attirées par la riline, il y a aussi les cellules des éminences ganglionnaires. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé des éminences ganglionnaires latérales, médianes et caudales, dont les produits, les neurones interneurones GABAergiques, vont migrer pour aller peupler le cortex, la plupart des interneurones du cortex venant de ces éminences ganglionnaires, donc du subpallium, hein, rappelez-vous, du télencéphale ventral. Exception chez l'homme, où on a aussi des cellules de la zone ventriculaire qui vont former des neurones GABAergiques. Chez l'homme, il y a plus de neurones GABAergiques que chez la souris. Mais on a aussi des neurones GABAergiques qui viennent des éminences ganglionnaires, donc du subpallium. Et vous voyez que là encore, l'arrivée de ces neurones inhibiteurs hein, demande que soit bien exprimée cette chymokine, CXCL2, à la fois par cette région-là et aussi par cette région de surface. On a parlé du problème de la balance entre excitation et inhibition dans un certain nombre de maladies mentales. Il est clair que si vous perdez des neurones inhibiteurs, eh bien, vous pouvez avoir des effets au niveau de cette balance excitation-inhibition. C'est une chose sur laquelle je reviendrai dans d'autres cours, dans des cours suivants. Donc ça, c'est une chose que je trouve importante. Vous avez aussi ici au niveau du gyrus denté une niche qui est liée à l'expression de riline, dans laquelle les cellules du gyrus denté peuvent proliférer, et elles ont aussi besoin d'un autre gaillard dont on a souvent parlé ici, qui s'appelle Sonic Hedgehog. Donc vous voyez ici, de façon assez amusante, en fait, l'importance de la crête neurale, au fond, hein, dans le développement de grand nombre de types cellulaires qui sont importants pour la construction du cortex, et aussi dans le bon positionnement et la bonne prolifération de ces cellules cérébrales. Donc ce que je vais faire, c'est quitter un moment les chymokines. Je vais y revenir à la fin du cours, hein, j'espère qu'on aura le temps. Je vais vous aborder la question de l'acide rétinoïque. Hein. Donc les méninges, toujours elles, expriment de très fortes concentrations d'acide rétinoïque. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Je suis un petit peu gaga. Mais c'est pas grave. Voilà. Ouais, bon, je vais y revenir. Hein. Je ne sais plus très bien où j'en suis. C'est toujours pareil, à un moment, je perds le fil. Non, ça va. Non. Oui, parce que j'étais un peu trop vite sur la 8. Ce que je voulais dire aussi, c'est... Voilà, je ne vous ai pas montré cette diapositive, qui est une diapositive importante, parce que pour être complet sur la question des cytokines, vous avez aussi les cellules du grain du cervelet. Vous voyez ici les cellules du grain du cervelet. Alors, normalement, les cellules de Purkinje, elles migrent depuis le ventricule vers la surface, et elles s'alignent de façon extrêmement élégante en une seule couche, sur laquelle je reviendrai à la fin du cours, dans des questions d'infection
quand je parlais de problèmes d'infection chez la mère, d'infection maternelle. Mais les cellules des grains du cervelet, elles n'ont pas une migration en inside-out. Elles ont une migration en outside-in. Elles ne sont pas normales. Donc elles prolifèrent dans cette région sous, vous voyez ici, la zone d'expression de CXCL2, des cytokines, et puis ensuite elles migrent de la couche externe pour aller gagner la couche interne. Et là encore, on a un effet de prolifération cellulaire qui est lié aux cytokines, qui est lié aussi à Sonic Hedgehog, qui ici est sécrété par les cellules de Purkinje et induit la prolifération des cellules du cervelet. Alors là, c'est la même chose que tout à l'heure, donc c'est de nouveau les cellules de Caral-Rhesus, là ce sont de nouveau les neurones ganglionnaires. Là, il y a un truc qui est assez amusant, c'est en fait de montrer que dans la délétion, dans la perte de CXCR4 ou c'est-à-dire de la signalisation par les cytokines, vous avez aussi des problèmes de guidage axonal au niveau de la moelle épinière, et puis des questions aussi ici de prolifération des progéniteurs des oligodendrocytes dans le tube nerveux, dans la moelle épinière, avec encore ici une interaction avec Sonic Hedgehog. Donc je pense qu'il y a pas mal de raisons de penser qu'il y a de fortes interactions à différents niveaux entre Sonic Hedgehog et les cytokines cérébrales, même si les cytokines sont d'abord des cellules du système immunitaire. Donc, je vais maintenant, effectivement, alors, une autre chose qui nous servira tout à l'heure. Là, c'est précocement, vous voyez que les cellules des grains sont à l'extérieur. Ensuite, elles migrent à travers la couche des cellules de Purkinje, et à la fin, elles ont ces fibres parallèles qui sont restées en arrière et qui vont innerver les dendrites des cellules de Purkinje, mais elles forment après la couche des grains internes, et si je vous dis ça, c'est parce que j'en aurai besoin dans un instant. Donc maintenant, on va pouvoir quitter effectivement cette question des cytokines et aborder le problème de l'acide rétinoïque. Donc les ménages, encore elles, sécrètent de fortes concentrations d'acide rétinoïque, qui est un morphogène important que nous avons rencontré à multiples reprises au cours des années précédentes. Alors, comme on l'a déjà amplement discuté, mais je vous le rappelle que ce sont des choses quand même importantes, les glis radiaires prolifèrent pour donner 2 glis radiaires, et quand je fais 2 glis radiaires, eh bien, j'augmente la taille de mon cerveau, mais en longueur d'une certaine façon. Et puis, quand je suis une souris, eh bien, je vais faire une glie radiaire, je peux avoir une division, ça c'est une division symétrique quand je donne 2 glis radiaires. Une division asymétrique va me donner une glie radiaire et puis un progéniteur intermédiaire. Évidemment, ce progéniteur intermédiaire peut m'en donner 2. Voilà, c'est toujours une souris, ça. Et si je passe chez un animal comme nous, eh bien à ce moment-là, il y a ces cellules qui apparaissent, qui se détachent et qui vont donner des progéniteurs intermédiaires dans les zones subventriculaires externes. Donc ça, pour l'instant, c'est tout à fait ce qu'on a déjà raconté. Maintenant, vous connaissez ça par cœur. Et dans le mutant FOXC1, celui dont je viens de parler, qui a des problèmes avec la formation des ménages désorganisés, on constate un nombre très excessif de divisions symétriques. Alors, quand on a trop de divisions symétriques, c'est aux dépens de la formation des progéniteurs intermédiaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire 2 glis radiaires et une glie radiaire et un progéniteur intermédiaire. Ce qui fait qu'au fond, si on fait ça, on diminue le nombre de neurones. Et alors, on a un néocortex qui est très très long et qui est très très fin. Donc, c'est pas sympa. Voilà. Donc, c'est un défaut de phénotype qui est totalement corrigé si on ajoute de l'acide rétinoïque. Et cette synthèse d'acide rétinoïque qui est faite par les ménages apparaît entre le 12e et le 13e jour de la vie embryonnaire chez la souris et correspond à la première production des neurones de projection, des neurones pyramidaux glutamatergiques, qui sont les voies de sortie essentiellement du cortex. Toujours en suivant cette diapositive, alors là vous voyez ici, là, vous avez votre départ, j'ai CXCL12 avec mes cellules de Caral-Rhesus qui arrivent, et puis ici j'ai l'acide rétinoïque qui est important pour que je puisse faire ces divisions, à la fois des divisions symétriques, mais aussi des divisions asymétriques qui vont permettre d'augmenter la taille de mon cortex. Et puis ensuite, eh bien, l'acide rétinoïque est aussi important en fait, pour le maintien de la structure entre les glis radiaires et la membrane basale. Donc,
Ce maintien d'ailleurs est quelque chose d'important parce que c'est une couche qui sert d'ancrage au RG, au glis radiaire, et la perte de cet ancrage conduit à une désorganisation du cortex. Vous l'avez vu tout à l'heure, à une cessation de la prolifération des glis radiaires, puis éventuellement à leur mort. Je vous renvoie, pour ce qui est de la prolifération, évidemment, à ce que je viens de raconter, ce que j'ai raconté un tout petit peu la semaine dernière. Et pour la mort, je vous renvoie à plus tard, mais ne vous réjouissez pas trop vite, ça va arriver. Donc, les premières études qui mettent en rapport les méninges et la permanence de la membrane basale ont été faites chez le mutant FOXC1. Et dans un autre mutant, il y a aussi deux autres facteurs de transcription qui sont importants, qu'on appelle ZIC1 et ZIC3, qui sont des facteurs à doigt de zinc. Et dans le double mutant ZIC1-3, on voit que beaucoup de gènes des méninges perdent leur expression, et en particulier CXCL12, qui, vous le savez maintenant, est une cytokine fondamentale pour la construction de notre cerveau. Pas uniquement de notre cerveau, aussi du cerveau des souris, des singes, tout ça. Donc je vous avais renvoyé un peu plus tard pour la mort, mais le temps est venu d'en parler en tout cas, car dans le papier de Hüttner, sur lequel j'ai terminé le cours de la semaine dernière et commencé le cours de cette année, il n'était pas du tout question de mort cellulaire. Vous avez vu qu'on ne parlait que de prolifération cellulaire, c'est-à-dire que le contact avec la membrane basale permettait la prolifération des cellules de la zone ventriculaire, et puis des cellules radiales gliales qui est aussi des externes, on les appelle les ORG, ce sera plus simple pour moi. Et avec évidemment, s'il y a prolifération, gyrencéphalie, et s'il y a perte de prolifération, perte de la gyrencéphalie. Alors en fait, dans cet article ici, qui est un article de 2009, on s'intéresse plutôt, si vous voulez, à la question de la mort de ces cellules. Mais c'est un travail qui a été fait chez la souris, hein, donc, cet article reprend la question de ces glis radiaires et de la régulation de leur survie ou de leur division chez la souris. Alors, chez la souris, il y a une zone ventriculaire, hein, et il y a bien une zone subventriculaire, mais il n'y a pas de division entre l'externe et l'interne. La souris, c'est un animal qui n'a pas un très gros cerveau. Hein. Vous avez vu la différence, enfin, je vous ai montré l'autre jour des images, c'est pas comparable. Même par rapport à un furet. Donc, chez les souris, les cellules ganglionnaires se divisent pour donner deux cellules ganglionnaires, en tout cas très tôt au cours du développement, et puis après, il y a une division asymétrique où on donne une cellule intermédiaire ou un neuroblaste. Hein. Donc ça, maintenant, vous le savez, je vous le rappelle à chaque fois, mais bon, c'est quand même relativement important. Et à la fin du développement, les cellules ganglionnaires donnent des astrocytes. Ça, c'est une chose qu'on sait depuis très très longtemps, de Pascal Rakic et Pat Levitt qui avaient montré ça dans les années 80. Donc, les ligands, alors je parle de Notch et d'Efrin, non, je vous laisse tomber ça parce que c'est trop compliqué. Voilà. Donc, les auteurs de cet article, évidemment, la souris, c'est un avantage, c'est qu'on peut faire de la génétique. Hein. Donc, sur le furet ou sur Sapiens, c'est plus compliqué. Donc, on peut inactiver les intégrines, c'est-à-dire ces récepteurs qui sont exprimés par les glis radiaires et qui sont à la surface et qui lient la laminine de la lame basale, cela permettant, vous l'avez vu, la prolifération de ces cellules. Donc, on peut inactiver spécifiquement ces récepteurs dans les cellules de la glie radiaire, avec des promoteurs particuliers, je n'insiste pas. Et quand vous faites ça, eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez une perte de la longueur et de la largeur du cortex. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, vous avez une diminution d'environ 20% de la longueur, à tous les niveaux, que ce soit médian, latéral, postérieur. Ils ont mesuré ça à plusieurs niveaux, que vous voyez ici. Et ça, c'est lié au fait à simplement la perte de ce récepteur à la laminine qui est sécrétée par les méninges. Donc, de nouveau, ça vous indique l'importance. En revanche, ce que vous voyez ici, qui est aussi intéressant, c'est que même si le cortex paraît un peu désorganisé, vous voyez ici, c'est quand j'ai perdu mes intégrines, donc quand mes glis radiaires n'ont plus contact avec la couche piale, ou perdent une partie du contact de la signalisation avec la couche piale, eh bien, quand je fais ça, je ne modifie pas l'épaisseur de mon cortex. C'est-à-dire que c'est vraiment
l'agrandissement par la prolifération des cellules radiaires, parce qu'on est chez la souris, hein, que l'on peut constater dans cette affaire. Et on peut prendre des marqueurs de neurones particuliers, hein, que ce soit, je ne sais plus, TBR1 ou CUX1, ce n'est pas le problème, c'est la biologie des marqueurs, ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de grosse différence entre la souris inactivée pour ce récepteur et la souris sauvage. La différence, elle est dans la longueur et la largeur de l'organe. Donc, si je prends la prochaine diapositive, je rentre un tout petit peu dans les détails. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est que ça, c'est le mutant. Vous voyez que vous avez un décrochement des terminaisons. On a pu marquer les glis radiaires avec de la GFP, avec on transfecte un gène, voilà, quoi, elles sont vertes. Donc vous voyez ici que là, c'est un animal normal. Vous avez vos terminaisons qui sont bien en contact avec les ménages. Et là, vous perdez le contact avec les ménages. Et ça, c'est un marqueur qui s'appelle le tunnel. Tunnel, c'est qui permet de mesurer la fragmentation de l'ADN, c'est-à-dire la mort des cellules. Ce que vous voyez ici immédiatement, c'est que quand vous perdez le contact, non seulement vous avez perdu la prolifération, comme nous l'avait montré le travail du groupe de Wieland-Hüttner chez le furet ou chez Sapiens, mais là, chez la souris, vous voyez que vous avez une augmentation tout à fait importante de la fragmentation de l'ADN, ce qui veut dire de la mort cellulaire, ou de l'activation de ce qu'on appelle une caspase. Ce sont des protéines qui sont impliquées dans les voies d'apoptose. Vous savez que l'apoptose, c'est la mort programmée, c'est-à-dire une mort qui nécessite une activation génétique. Donc, sur la droite, vous avez la quantification de ces affaires. Alors, c'est une chose qui est intéressante parce que, vous voyez ici, les cellules PAX6 sont les cellules, c'est pour ça que je vous ai un peu embêté avec ça au début, parce qu'il fallait vraiment le comprendre au départ, sinon on est perdu. Et même peut-être que vous êtes perdu déjà quand même. Mais je ne vous en veux pas parce que moi je suis tout le temps perdu, donc c'est pas grave. Donc ici, vous avez donc ces cellules PAX6, ce sont celles qui se projettent là. Toutes celles qui sont rouges là, elles expriment PAX6. D'accord ? C'est simple. Toutes celles qui sont vertes et rondes, elles expriment TBR2. C'est simple. Mais elles ne vont pas jusque là-haut. Donc si vous regardez ces cellules PAX6, vous voyez qu'à E11, à E13, à E16, à E18, là vous êtes au niveau du ventricule, et c'est normal, elles vont diminuer en nombre avec le temps, mais dans le mutant, elles diminuent beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une perte de ces cellules, vous avez une mort, qui est probablement liée à cette apoptose, une mort de ces cellules qui sont les cellules en fait, qui génèrent toutes les cellules qui vont faire du cerveau. Pas toutes. Les cellules qui vont faire des neurones pyramidaux dans le cortex. Parce que les interneurones, vous vous rappelez, ils arrivent des éminences ganglionnaires. Chez Sapiens, il y a des interneurones qui arrivent de cette région-là aussi. Mais là, on n'est pas chez Sapiens, on est chez la souris. Et si vous regardez les cellules TBR2, ce coup-ci, c'est-à-dire celles-là, vous voyez qu'elles meurent aussi, mais beaucoup plus tard. Et c'est normal qu'elles meurent plus tard parce qu'elles sont générées par les premières. Ce sont les glies radiaires qui, quand elles font une division asymétrique, vous donnent une glie radiaire plus une neurone intermédiaire, un progéniteur intermédiaire, un IP ou un neuroblaste, qui lui exprime TBR2. Donc la perte de TBR2 est consécutive à la perte des cellules PAX6. Donc ça, c'est je pense, relativement clair. Il y a donc une différence entre les deux articles, entre celui de Wieland-Hüttner, qui lui ne voit qu'une modification de la prolifération cellulaire, et puis cet article qui s'intéresse essentiellement à la mort des cellules. Alors, ça peut être des problèmes de temps, au moment où on regarde, ça peut être aussi des problèmes d'espèce, ça peut être aussi lié au fait qu'il y a beaucoup plus d'IP générés chez nous que chez les souris. Enfin, toujours est-il qu'il y a une petite différence entre les deux traits, mais ça arrive souvent chez les scientifiques. Donc, bon. Là, il y a une différence d'espèce, donc on peut expliquer. Dans une dernière partie de leur boulot, de cet article, ils ont aussi inactivé la laminine. Alors la laminine, je vous rappelle, la laminine, c'est ce qui se fixe sur les récepteurs. Donc la laminine, c'est des protéines qui sont sécrétées par la lame basale et qui se fixent sur les récepteurs. En fait, ces récepteurs sont des récepteurs de cellules souches. Les glies radiaires, ce sont des cellules souches, tout bêtement. Et donc, si vous inactivez la laminine, là, vous avez un anticorps laminine qui reconnaît la laminine 1. Il faut faire un double KO, laminine alpha 2 et laminine alpha 4.
Il y a aussi une laminine alpha 1. Donc ce que vous voyez ici, c'est un peu de laminine alpha 1 qui reste. Mais vous voyez que si vous désactivez la laminine, ben, il vous arrive la même chose. Vous diminuez de nouveau la longueur de votre cortex. Hein, ça, c'est le simple chaos, il ne se passe rien. Le double chaos, c'est-à-dire les deux laminines inactivées. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de l'épaisseur. En revanche, vous voyez de la mort cellulaire qui apparaît. Donc vous avez de la laminine. C'est la laminine qui se lisse sur les intégrines pour permettre la survie de ces cellules. Et là, vous l'avez assez joliment illustré. Ici, vous avez toutes vos terminaisons de vos glies radiaires, c'est un marqueur de glies radiaires RC2, qui sont au niveau de la lame basale, au niveau de la laminine. Et si vous avez inactivé vos deux laminines, eh bien, vous voyez que vos cellules commencent à se rétracter, il n'y a plus de signalisation, et la perte de la signalisation va entraîner la mort d'un grand nombre de vos cellules, et donc la diminution de la taille de votre cortex. Enfin, pas du vôtre, de celui de la souris, en l'occurrence. Donc, pour conclure, donc, avant de passer au massif évolution des génomes, avec lequel je recommencerai la deuxième partie du cours, parce qu'on aura fait 4 heures, il en restera 5. Donc ça va nous occuper pas mal. J'espère 2 séances, peut-être plus, je ne sais pas très bien. Je voudrais quand même souligner que la participation des cytokines, que j'ai appelées plus haut chymokines, au développement du système nerveux, nous renvoie à une discipline hybride qu'on a appelée neuroimmunologie, qui a eu son heure de gloire, je veux dire, il y a une dizaine, quinzaine d'années, mais qui ne s'est pas développée comme on aurait pu l'espérer, je ne sais pas très bien pourquoi. C'est vrai que si déjà le système nerveux, c'est pas facile, le système immunitaire, c'est facile, mais si vous mélangez les deux, ça n'arrange rien. Serait-il que, bon, c'est dommage parce que c'est probable qu'il y a des choses extraordinairement importantes à chercher dans ce niveau-là. Et je vais vous rappeler ça à propos de cellules qu'on appelle les microglies. Je prie ceux qui étaient là l'année dernière de m'excuser. Je vais rappeler rapidement des résultats de l'année dernière qui me paraissaient particulièrement intéressants. Alors, les microglies, elles ont été découvertes par Del Rio Ortega au début du XXe siècle. Et les microglies arrivent, ce sont des macrophages, ce sont des cellules de la moelle osseuse. Hein. Et elles arrivent dans le cerveau avant que ne se ferme la barrière hématoménagée. Vous voyez ici les cellules endothéliales du système vasculaire. Et la fermeture, la formation de jonctions serrées qui fait qu'on ne peut plus passer, enfin on peut passer quand même, hein, enfin plus beaucoup, est liée à la maturation de jonctions serrées sous le contrôle des astrocytes qui sont aussi des glies dans le système nerveux central. Et ces macrophages envahissent donc le système nerveux au cours du développement. Voilà ici la vascularisation. On voyait qu'en fait le cerveau est quelque chose d'extraordinairement vascularisé. Hein. Et là, c'est une photo de macrophages. Vous voyez qu'il y a des macrophages partout dans le système nerveux. Environ 5 à 10% des cellules du système nerveux, c'est des macrophages. Hein. Il y en a autant que de neurones, en gros. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui étonne toujours, mais c'est vrai. Et ces macrophages ont des fonctions physiologiques extraordinairement importantes. Donc, je ne rentre pas dans toutes ces fonctions physiologiques, mais je vais vous rappeler le travail du groupe de Capecchi. En 2002, Capecchi avait décrit une souris dans laquelle il avait inactivé, c'est-à-dire retiré un gène qui s'appelle OXB8. Et OXB8, c'est un gène qui, normalement, n'est pas exprimé dans le système nerveux. Les gènes OX s'arrête, si vous voulez, à la frontière ici. Et OXB8, ça s'arrête plutôt au niveau de l'axe, au niveau des épaules. Hein. Donc, normalement, il n'y a aucune cellule qui est censée exprimer OXB8 au-delà, disons, du cou, en gros, hein, pour faire simple. Or, quand ces chercheurs ont inactivé OXB8, ils se sont rendus compte que ces souris se grattaient tout le temps. Elles faisaient un extrait de grooming. Vous voyez, elles passent leur temps à se laver, à se gratter, à se relaver, à se gratter, au point qu'elles finissent par se créer des lésions absolument épouvantables par excès de propreté. Hein, c'est comme le type qui ne peut pas se brosser les dents toutes les 5 minutes. Vous voyez, il a les dents propres, mais il n'a plus de gencives à la fin de la journée. Donc c'est un TOC, voilà, en gros, un TOC de souris. Donc, avec toutes les précautions qu'on doit avoir quand on attribue une maladie humaine à une souris, hein, bien entendu. Mais c'était visiblement quelque chose qui avait l'air à voir avec le système nerveux. Et donc, ils ont été chercher l'expression de OXB8 dans le système nerveux. Ils ont trouvé du OXB8 dans le système nerveux, vous voyez ici dans l'hippocampe, vous voyez ici dans le cortex, enfin, il y en a partout, dans le bulbe olfactif, enfin, tout ce que vous voulez. Et ça, c'était tout à fait inattendu, parce que, comme je dis, OXB8, normalement, c'est jusque-là. Hein.
Et donc, en 2002, l'histoire était restée là. On dit, ouais, peut-être que chez l'adulte, alors c'est comme la mort et la prolifération. Oui, peut-être que chez l'adulte, les gènes OX sont exprimés dans le système nerveux antérieur, pourquoi pas, etc. Et puis, en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que ces gènes OXB8 n'étaient pas exprimés dans le système nerveux, mais dans le système immunitaire, et que ce sont des macrophages qui migrent dans le système nerveux avec leur OXB8. Hein, et qui, là, on le voit très bien, on a un OXB8 créé avec une souris rosa, donc en fait, toutes ces cellules vertes sont des cellules qui expriment OXB8. Vous voyez que vous avez un double marquage avec des marqueurs de macrophages. En fait, ce qui se passe, c'est que vos cellules ont envahi le parenchyme nerveux avant la fermeture, et elles sont normalement, des macrophages qui ont une fonction normale dans le système nerveux. Et ayant cette fonction normale, eh ben, une de ces fonctions normales, on ne sait pas à quoi ça sert, mais si maintenant, voilà une souris normale qui ne se gratte pas tout le temps, hein, voilà le mutant qui a un excès d'activité de nettoyage, de grooming, de toilettage. Hein, et puis, vous pouvez réexprimer OXB8 dans les macrophages. Et à ce moment-là, vous avez récupéré le phénotype de votre souris. Donc, ça montre que ces macrophages qui passent dans le système nerveux central ont une fonction importante au niveau du comportement de la souris. Alors, est-ce que ça a à voir avec les maladies psychiatriques et neurologiques? J'en sais rien, mais c'est intéressant de constater quand même que des cellules... excusez-moi, il faut que je suive mon plan parce que sinon, je suis complètement vaseux aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis gentil avec moi. J'entends qu'il rit, il est toujours vaseux, prochain, de toute façon. Ça ne change rien. Voilà. Je ne vous en veux pas. Hein. Donc, je reprends mon affaire. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais ce serait évidemment intéressant de comprendre ce que fait OXB8 dans ces macrophages, c'est-à-dire quelles sont les cibles traductionnelles, transcriptionnelles, qui permettent à ces macrophages de participer finalement à la fonction cérébrale, hein, puisque si vous les perdez, eh bien, en tout cas les souris, vous avez vu ce qui leur arrive. Donc, il reste que toutes ces considérations, à la fois sur les cytokines et les chémokines et ces systèmes immunitaires, en particulier au cours du développement, leur importance au cours du développement, nous forcent à nous demander si des accidents infectieux au cours de la gestation, qui évidemment stimulent la défense immunitaire, ne pourra pas avoir des effets pathologiques importants pour le développement de maladies qui nous intéressent ici. Vous avez lu le titre du cours, même si je n'en fais pas finalement tellement dans le domaine, mais ça va venir petit à petit, vous allez voir. Donc c'est un leitmotiv dans le domaine, hein. C'est une idée donc assez répandue. Et un des avocats de cette idée, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Patterson, que nombre d'entre nous connaissent parce que quand il avait 30 ans, quoi, en gros, dans les années 80, il avait beaucoup travaillé sur le choix que font les cellules écrotneurales entre devenir noradrénergiques ou cholinergiques. Et pour terminer la séance d'aujourd'hui, je pense que je prendrai peut-être un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave, je vais vous décrire brièvement les hypothèses qui lient les phénomènes d'infection et donc de stimulation de la défense immunitaire au cours de la gestation à des pathologies du système nerveux. Alors, dans une revue récente qu'il a publiée, Paul, il nous rappelle que les cytokines qui ont été initialement découvertes comme des modulateurs du système immunitaire sont actives dans d'autres tissus, à commencer par le tissu nerveux. Hein. L'action des chymokines est une action locale. Rappelez-vous le cas de CXCL12, hein, qui est sécrété par les méninges et qui a une action directe sur les gliradiaires. Mais elle peut, via l'arrivée des cellules de Caratrésus, etc. Donc c'est une action locale mais très importante. Mais elle peut aussi avoir une action systémique. De ce fait, si vous induisez des cytokines au cours du développement, en particulier une infection maternelle ou une blessure du fœtus, ça peut avoir des effets directs sur le développement et en particulier sur le développement cérébral. D'où certaines hypothèses non directement génétiques
sur l'origine de maladies psychiatriques, schizophrénie, toujours avec les guillemets, autisme, toujours avec les guillemets, épilepsie, sans guillemets. D'accord ? Et, de nouveau, je vous demande de faire extrêmement attention quand on sépare, on est parlé à le premier cours, et je reviendrai souvent là-dessus dans les cours qui viennent, de ne pas séparer abusivement le génétique de l'épigénétique. Je vais y revenir, il peut y avoir des marquages génétiques permanents sous le fait de modifications épigénétiques. Il y a des phénomènes, en particulier les phénomènes de rétrotransposition, ou de transposition en général, qui vont modifier de façon permanente le génome à la suite d'une modification du milieu. Donc c'est une chose qui est relativement récente, mais je crois qu'il faut faire très très attention de ne pas vouloir faire des schémas aussi clivés que ce qu'on a d'habitude quand on parle du génétique et de l'épigénétique. Donc j'en parlerai cette année, et sinon cette année et l'année prochaine, vous savez que je ne suis jamais capable de suivre un plan pendant très longtemps. Donc dans cette diapositive-là, c'est une revue un peu fourre-tout, mais au moins elle a le mérite, là, cette diapositive, de montrer un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que si à partir d'une infection maternelle, vous avez une circulation, une arrivée au niveau du placenta de cytokines inflammatoires, hein, par exemple l'interleukine 6, tout particulièrement l'interleukine 6, eh bien, vous pouvez activer le système JAK-STAT, c'est-à-dire ça, c'est les Janus kinases, et puis ça a un nom qui est un peu compliqué, mais c'est un ensemble de facteurs de transcription qui sont activés par ces kinases. Il y a 4 Janus kinases, il y a 6 facteurs de transcription, c'est une famille STAT. Et ces facteurs de transcription STAT vont aller modifier l'expression au niveau du spongiotrophoblast de l'embryon, de l'hormone de croissance, ou de l'insulin-like growth factor, qui est aussi une hormone de croissance, ou de prolactine, etc. Donc en fait, via ce système, vous allez voir des modifications d'hormones qui sont importantes pour le développement de votre fœtus. Oui ? On connaît quoi ? Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Vous avez une seconde, et puis après vous pourrez faire tout ce que vous voulez. J'aime bien quand ça discute. Donc je continue. Donc ça c'est aussi un avantage de vous montrer que la mère porteuse, les mères sont toutes porteuses, hein, mais il y en a qui sont plus porteuses que les autres. Ne sont pas des utérus artificiels. Hein, c'est-à-dire que la mère porteuse, le jour où vous voulez faire porter votre embryon par une indienne du sous-continent indien, pensez que c'est des vraies mères. Donc elle peut avoir un effet sur le développement de l'embryon et un effet relativement important. Donc ça va être très intéressant de voir ça plus tard se développer. Et même des influences génétiques, hein, parce que si on veut bien penser que certains événements épigénétiques peuvent modifier le génome de façon permanente, ça peut être intéressant. Il faut bien faire un peu peur, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, ce n'est pas uniquement de la spéculation. Là, vous avez 3 articles qui viennent aussi du laboratoire de Paul Patterson sur l'action des cytokines inflammatoires. Et je vais aller brièvement à travers ces 3 articles qui ont été publiés entre 2009 et 2011. Donc, il s'agit évidemment d'animaux, hein. Nous aussi on est des animaux, mais là c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que ce sont les changements hormonaux au niveau du placenta qui ont une action sur le développement cérébral et sur le comportement des petits. Alors je dis il s'agit d'animaux, mais bon, l'homme est aussi un animal, je crois, et ces choses-là ont quand même un caractère assez universel. C'est-à-dire que donc on peut imaginer que ce genre de problème, ce genre d'accident peut avoir des effets sur le développement de notre système nerveux. Et c'est ça que j'ai essayé de voir avec vous. Donc, je vais aller rapidement en illustrant quelques points. Et là, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur, mais voyez ici, par exemple, que si vous provoquez une pseudo-infection chez votre animal, en particulier
en injectant quelque chose qui s'appelle du poly-IC, qui mime une activation du système immunitaire, qui force l'activation du système immunitaire chez la mère, vous avez en 3 heures une augmentation extraordinairement rapide de la production d'interleukine 6. Donc sur le plan biochimique, vous avez l'interleukine 6 qui monte en CMS, mais aussi le TNF-alpha, qui est aussi une chymokine assez importante qui est sécrétée par les macrophages, l'interleukine 1-bêta, qui est aussi sécrétée par les macrophages. Les autres, c'est un tout petit peu moins fort. C'est une interleukine qui est purement maternelle, parce que si vous prenez une mère qui est délétée pour le gène de l'interleukine 6 ici, même si le petit a un gène, parce que, merci papa, papa lui il avait les 2 gènes d'interleukine 6, donc on a fait les 2 en accroisant, il reste un gène, donc c'est un hétérozygote, le petit est un hétérozygote. Mais tout hétérozygote qu'il soit, il ne va pas répondre, d'accord ? Donc c'est une interleukine 6 d'origine maternelle, et vous voyez ici, c'est la très très rapide phosphorylation des facteurs de transcription de la famille des STAT. Donc si c'est exactement ce qui se passe là, vous voyez que vous avez cette interaction. Et si vous regardez au niveau du phénotype, du comportement de ces souris, qui ont été des petits maintenant, des petits qui sont nés de ces mères qui ont été ainsi stimulées au niveau immunitaire, si vous regardez le comportement, vous voyez que vous avez ici une diminution de ce qui s'appelle le prepulse inhibition. Alors, c'est quoi la prepulse inhibition ? Normalement, vous pouvez avoir si vous avez un grand bruit qui vous va faire sursauter, qui va vous faire mal, si avant vous le précédez d'un petit bruit, finalement, vous allez inhiber votre comportement. Et en fait, vous voyez que chez ces animaux chez qui on a mis soit du poly-IC, soit injecté directement de l'interleukine 6 chez la mère, bien vous voyez que vous avez une diminution de ce comportement de type prepulse inhibition. Vous avez aussi une augmentation de la latent inhibition, qui est aussi un test du même genre, qui permet d'éliminer la latent inhibition, c'est-à-dire que quand vous avez des informations qui viennent, plusieurs informations, il y en a que vous reconnaissez comme du bruit de fond auquel vous ne faites plus attention pour voir uniquement l'information qui est significative dans le système. Ça vous permet de vous concentrer sur les choses importantes et pas de vous laisser distraire par les choses inintéressantes. Ce sont des tests qui valent ce qu'il vaut, mais qui sont souvent pris dans des modèles animaux de maladies psychiatriques. Et puis, vous avez aussi des comportements de type explorateur. Vous voyez que vos souris qui ont été soumises à l'IL-6 ou au poly-IC, eh bien, ont un comportement exploratoire diminué dans ce qu'on appelle l'open field. C'est-à-dire qu'elles vont moins souvent au centre, c'est-à-dire qu'elles sont un peu anxieuses, et de nouveau, avec toute la prudence qu'il faut avoir quand on attribue des comportements humains à des souris. Donc, il reste que ça a un effet sur le comportement, quelle que soit la façon dont on puisse appeler ce comportement, et quelles que soient les tentations anthropomorphiques qu'on puisse avoir. Donc, je pense que ça, c'est une chose importante. Attendez. C'est la joie. Voilà. Une autre chose intéressante ici, c'est que dans ces souris, elles ont un problème de reconnaissance des objets nouveaux. C'est-à-dire que si vous les mettez leur mettez des petits jouets, normalement, ce que vous avez, c'est une activation de la voie qui projette vers le cortex sensorinal latéral, celle-là ici. Et ça, vous pouvez le voir par différentes façons, par électrophysiologie. Là, je vous ai juste montré par un biais qui est relativement simple, qui est l'activation d'une molécule qui s'appelle Cephos, qui montre qu'il y a un marqueur sur de l'activité. Et en fait, chez vos animaux qui ont été traités, dont les mères ont été traitées avec du poly-IC, eh bien, vous voyez que vous n'avez plus d'augmentation de cette activité au moment où et les animaux ne font pas attention à ces objets nouveaux, ce qui montre qu'il y a un petit problème de comportement. Donc, pour en finir, j'aimerais finir avec des histoires d'anatomie, des histoires d'anatomie qui ont à voir avec le cervelet. Donc, ça, ce sont des animaux, des souris, qui ont été infectés par le virus de l'influenza humain au 10e jour de la gestation, en fait au jour 9,5. Et les auteurs se sont intéressés essentiellement au cervelet. Alors, la raison de cet intérêt pour le cervelet vient de plusieurs publications,
qui rapporte des modifications de l'histologie du cervelet dans de nombreux cas d'autisme en particulier, dont une diminution de la densité des cellules de Purkinje. Les cellules de Purkinje, je vous ai montré tout à l'heure, c'est ces cellules qui font une jolie couche comme ça, unicellulaire, hein, dans le Purkinje. Ce sont des gros neurones. Ces modifications de l'anatomie cervellaire ont été suivies dans certains cas de schizophrénie, entre guillemets aussi. Et ces cellules pourraient être des cellules assez fragiles, ces cellules de Purkinje. Pourquoi est-ce qu'elles sont fragiles? D'abord, ce sont des gros neurones. Hein, chaque neurone est porteur de 200 000 synapses. D'accord, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, là encore, on en a parlé plusieurs fois, la demande métabolique sur ces cellules est probablement une demande extraordinairement forte. C'est-à-dire que ce sont des cellules qui ont besoin d'énormément d'énergie. Et j'ai déjà parlé plusieurs fois de cette question de maladies métaboliques. Je vous ai parlé des interneurones par albumine, qui sont des neurones qui ont énormément de synapses sur les neurones glutamatergiques. Je vous ai parlé des neurones à longue projection, qui ont aussi besoin d'entretenir, à cause de la taille de notre cortex, des arborisations extrêmement grandes, qui sont des cellules fragiles, comme si nous vivions toujours aux limites de nos capacités métaboliques pour ce qui est du système nerveux. Donc c'est possible que la fragilité de ces neurones soit liée à leur extraordinaire activité. Alors ces cellules qui meurent dans cet animal issu d'une mère qui a eu une infection par le virus de l'influenza humain sont essentiellement dans le lobule 7. Hein. Alors ça c'est amusant parce que c'est pas dans le lobule. Dans les autres, oui, il y a plusieurs lobules dans le cervelet. Il y a une perte dans le lobule 7 et il n'y a pas de perte dans le lobule 8. Dans le lobule 5, pardon, dans le lobule 6 et 7 essentiellement. Donc ce sont des cellules qui projettent vers ce qu'on appelle le noyau fastigial, qui joue un rôle important dans la stabilisation du mouvement oculaire, hein, via le nerf oculomoteur ou le nerf 3, que vous voyez ici, qui se passe ici. Donc on les appelle souvent le vermis oculomoteur. Hein. Et le petit des femelles traitées au polyessé ou ayant eu cette infection, au 9,5e jour de la vie embryonnaire, ont des défauts de ce qu'on appelle le conditionnement du eye blink, vous savez, le battement d'œil. Bon, c'est un truc, on donne un bruit, puis ensuite on en jette un jet d'air sur l'œil. Et donc, évidemment, quand vous mettez un jet d'air dans l'œil, dans la cornée, vous fermez l'œil. Puis après, on met le bruit, il ferme l'œil tout seul, parce qu'il sait que le jet d'air va venir. Donc ça, c'est le conditionnement, quoi. Mais en fait, ces animaux ont un défaut, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez certains sujets malades, des maladies maladies psychiatriques, sur lesquelles nous nous penchons aujourd'hui. Donc, ces données de Paul Patterson, même si elles ne font pas preuve absolue, hein, sont intéressantes, au moins dans le contexte d'une anomalie anatomique cérébrale liée à une infection au cours de la gestation. Et elle illustre la perte de cellules de Purkinje, spécifiquement dans ce lobule 7 et aussi un peu dans le lobule 6. En fait, la dernière diapositive du cours, puisque nous avons dépassé un petit peu l'heure, mais ce n'est pas grave, vous montre quelque chose que je pense est intéressant. Vous vous rappelez, ici, vous avez donc vos cellules de Purkinje, hein, et puis vous avez les cellules des grains qui viennent migrer et qui partent de la couche externe et qui vont former la couche des grains internes. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui se passe normalement au cours de la maturation du système nerveux dans la vie postnatale, hein, au cours de la vie postnatale chez la souris. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des cellules de Purkinje. Alors, les cellules de Purkinje, elles, au départ, elles ont migré depuis la zone ventriculaire, normalement, le long de l'irradiaire, comme des cellules normales. Hein. Et ce que vous voyez ici, c'est que dans ces animaux, vous avez un très grand nombre de cellules de Purkinje qui n'ont pas migré. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont ici restées au niveau de la zone ventriculaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été rejoindre la couche, leur couche normale. Donc, vous avez un défaut de migration à partir du ventricule, et ça, c'est intéressant. Et en même temps, vous avez un retard de la migration de vos cellules des grains. C'est-à-dire que vos cellules des grains commencent à migrer plus tard. Voici ici un animal normal. Je crois que c'est à la naissance, ou près de la naissance, je ne sais plus si c'est P17, ça doit être P17, oui, 17 jours après la naissance. C'est un phénomène tardif, la migration des cellules des grains. Mais là, vous voyez que vos cellules ne sont plus à la surface, elles sont passées de l'autre côté. Là, vous auriez les cellules de Purkinje,
Et là, vous avez ce qui est gris ici et vert ici. Hein. Et vous voyez que dans votre animal qui a été infecté par le virus de l'influenza, dont la mère a été infectée par le virus de l'influenza, vous voyez que vous avez un retard à la migration, c'est-à-dire qu'au même stade, vous avez encore plein de cellules des grains qui sont dans la couche externe. Et que cellules des grains, et vous voyez ici particulièrement bien que vous avez encore des cellules en cours de migration, au moment où elles devraient déjà avoir toutes migré. Mais elles finissent par migrer, bien entendu, et elles expriment, là c'est chez l'adulte, elles ont fini par migrer, et elles expriment ici les taux normaux de récepteurs de type GABA. Donc, cette mauvaise migration des cellules des grains pourrait être une conséquence du mauvais positionnement des cellules de Purkinje. On pourrait aussi imaginer qu'il y a un problème de prolifération, puisque en fait, la migration des cellules des grains est probablement aidée par la sécrétion de facteurs qui sont synthétisés et libérés par les cellules de Purkinje. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fini avec une grosse partie du cours et que l'année prochaine, dans 15 jours, je reprendrai le cours sur quelque chose qui est totalement différent, où nous analyserons les différences de génome entre l'homme et le chimpanzé, et nous verrons si ces différences peuvent nous donner des idées sur des maladies qui seraient spécifiquement humaines, pour tenter que les chimpanzés n'aient pas aussi des maladies humaines. Ça, c'est un autre problème. Mais justement, c'est ça qu'on va discuter. Voilà, je vous remercie.